Bonjour à tous. Merci de votre présence un samedi matin. Encore merci aux équipes de Dijon et aux équipes de l'IRIS pour la co-organisation de cet événement, le 6e, qui rencontre toujours un succès avec ce mélange de lycéens et de publics qui ont soif de réfléchir sur la géopolitique. Alors, moi, je suis un peu gêné parce que je ne vais pas voir comment Tommy me charrie pendant que je parle. Je suis sûr, bien sûr, qu'il va se foutre de moi, mais c'est le jeu. Et donc, vous aurez le privilège, quand je verrai les éclats de rire, je comprendrai qu'il a sorti un dessin et je les ramasserai à la fin. Voilà. Mais on commence à être un peu rodé à cet exercice, Tommy et moi, que je remercie de sa présence et dont je félicite pour son talent et son humour. Pourquoi s'intéresser à la géopolitique? Lorsqu'on a fait le pari avec Sana Biskovic et François Rebsamen de créer un événement géopolitique à Dijon, ça paraissait peut-être pas tout à fait naturel. Pour nous trois, c'était naturel. Mais pour d'autres personnes, on disait, mais pourquoi faire de la géopolitique? Parce que la géopolitique s'intéresse à vous et que, comme je l'ai dit hier, il n'y a plus d'affaires étrangères. C'est dû à la globalisation. Nous sommes sur le même monde. Il n'y a plus vraiment de monde extérieur. La mondialisation, c'est une formidable contraction du temps et de l'espace, ce qui fait que la relation à l'autre a été fondamentalement changée. Il y a 200 ans, disons 199 ans, il y avait 201 ans, je ne sais plus dans quel compte, enfin, il y avait une élection aux États-Unis. John Quincy Adams succédait à Monroe. Et tout le monde s'en foutait, sauf aux États-Unis. Aujourd'hui, dans un an, un peu moins, il va y avoir une élection aux États-Unis. Cela va concerner tout le monde. Et à partir dès maintenant, on se demande Biden, Trump, qui va être élu, qui de ces jeunes fringants candidats va remporter la tabale. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est dû à l'importance des États-Unis. C'est la première puissance mondiale. Donc, ça a bien sûr des conséquences. Mais ce n'est pas la seule raison. Si je prends l'exemple de la Chine, il y a 200 ans, la Chine était la première puissance mondiale. Et elle faisait environ 30% du PIB mondial. Cela ne concernait que les Chinois. Et d'ailleurs, ils voulaient se couper du monde extérieur. C'était l'empire du milieu. Peu avant, le roi Georges III avait envoyé des ambassadeurs en Chine et les Chinois, ils n'avaient pas pu voir l'empereur et les Chinois ont dit « Remerciez le roi Georges pour ses cadeaux, mais vous les reprenez, nous n'avons besoin de rien. Nous savons tout faire nous-mêmes. » La Chine, à l'époque, faisait 30% du PIB mondial. Ça intéressait un peu certains qui disaient peut-être une petite part de marché, mais elle était isolée, elle était coupée du reste du monde. Elle ne voulait pas de contact, c'était une sorte de confinement avant le confinement. Aujourd'hui, la Chine fait environ 18% du PIB mondial. Donc, quelque part, elle est, en termes relatifs, moins importante qu'elle ne l'était il y a 2 siècles. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde puisque de Washington à Moscou, de Paris à Dakar, tout le monde s'intéresse à que va faire la Chine et quel est l'impact que la politique chinoise va avoir sur tel conflit, sur tel produit, sur telle économie. Donc la Chine est relativement moins importante et de façon significative qu'elle ne l'était il y a 2 siècles, mais du fait de la globalisation, sa place a une énorme importance pour tous les autres. Il y a un peu plus de 200 ans, en 1785-87, la grande Catherine II, annexait la Crimée. Elle prenait la Crimée à l'Empire ottoman. Ben voilà, elle prenait la Crimée à l'Empire ottoman. C'est le jeu des conquêtes territoriales. Personne ne trouvait ça anormal et personne n'aurait idée de protester contre l'annexion de la Crimée par la Russie. Vous voyez bien la différence aujourd'hui. Cela n'est pas du tout la même chose. Et quatrième et dernier exemple, pour ne pas vous lasser, alors qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, bon, pour une fois, c'est pas moi qui paye, je suis assez heureux. Et il y a 200 ans, le Brésil devenait indépendant. Est-ce que c'était tragique pour le Portugal? Ils avaient tellement d'autres soucis que finalement, oui, c'est les EHPAD unis, c'est ça, le président des EHPAD unis que Tommy est en train de dessiner.
Et donc, il y a 200 ans, le Brésil devenait indépendant. C'était une mauvaise nouvelle pour le Portugal, mais ça n'avait aucun impact. C'était vraiment un pays loin, coupé du reste, etc. Vous voyez bien là que une grande partie du monde a été soulagée d'être débarrassée de Bolsonaro, de voir Lula revenir au pouvoir. Et en tous les cas, on se demande quelle va être la politique du Brésil, quelle implication il va avoir, comment va-t-il s'engager par rapport au conflit russo-ukrainien, comment va-t-il s'engager par rapport au conflit du Proche-Orient, ou quelle politique commerciale il va mener. Donc c'est ça la globalisation. Vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser à la géopolitique. Et là, je parle pour les lycéens qui sont ici. Lorsque j'étais à votre place au lycée, je m'occupais pas tellement de ce qui se passait à l'étranger. Mon horizon, c'était ma ville de Mantes-la-Jolie. Et oui, un peu ce qui se passait en France. J'avais des échos lointains. Oui, bien sûr, la guerre au Vietnam, on protestait. Oui, bien sûr, le coup d'État au Chili, on n'était pas content. Mais en tous les cas, je n'avais pas le sentiment que ce qui se passait à l'extérieur avait une répercussion directe sur ma vie à moi. Et puis, on avait des cours d'anglais qu'on prenait par-dessus la jambe parce qu'en fait, on se demandait à quoi ça servait, sauf à avoir la moyenne éventuellement, mais on n'allait pas aller en Angleterre, on n'allait pas aller aux États-Unis. Et parler l'anglais, c'était bien si tu voulais devenir prof d'anglais, mais sinon, ça ne servait à rien. Aujourd'hui, la géopolitique, c'est comme l'anglais avant. On peut en faire pour devenir expert en géopolitique, mais on doit en faire. On doit en faire quelles que soient les fonctions que vous allez exercer, parce que vous ne pouvez pas être aujourd'hui responsable d'une entreprise, responsable d'une ONG, d'une association, élu dans une ville, dans un département, sans avoir au moins un minimum de notion du monde extérieur. Parce que sinon, vous ne pouvez pas remplir votre fonction et je dirais que vous ne pouvez pas satisfaire vos devoirs de citoyen. Donc en fait, tout le monde fait de la géopolitique parce que ça fait partie de votre environnement immédiat. Et donc, il ne s'agit pas de lire des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, 2 BD suffisent amplement pour avoir une approche normative de la géopolitique, si elles sont bien illustrées, ce qui est le cas en l'occurrence. Mais voilà, il faut un minimum de formation géopolitique pour comprendre l'endroit dans lequel vous vivez, parce que vous soyez à Paris, Dijon, Saigon ou Phnom Penh, on a besoin de savoir dans quel monde on vit. Aujourd'hui, et je rebondirai sur les propos tenus hier par François Hollande, oui, nous avons 2 conflits majeurs. J'ai vu samedi dernier, il y avait Celso Amorim, qui est le conseiller, qui est le Sherpa de Lula, qui a été ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, et qui aujourd'hui est son principal conseiller pour la politique internationale. Un monsieur très vif, 81 ans, comme quoi l'âge ne fait pas tout, et il est un peu plus... Et lui, il ne tombe pas quand il marche, etc., contrairement à d'autres. Et Celso me disait que jamais de sa vie, il n'avait vu 2 conflits majeurs en même temps. C'est rare d'avoir 2 conflits majeurs en même temps, et aujourd'hui, on a un conflit majeur entre la Russie et l'Ukraine, et on a un conflit majeur entre le Hamas et Israël, Israël et la Palestine. Mais je dirais, sans parler, on l'a un peu évoqué hier, de tous les autres conflits qui se déroulent dont on ne parle pas. Et d'ailleurs, vous avez vu que dès que, depuis le 7 octobre, on parle beaucoup moins de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme s'il n'y avait de la place dans les médias que pour un seul conflit. Pourtant, la guerre continue. La guerre continue, il y a une contre-offensive de Kiev qui commence un peu à s'établir de l'autre côté du Dniepr, mais en même temps, la Russie a des millions d'obus donnés par la Corée du Nord. La Corée du Nord a fourni 10 millions d'obus à la Russie, dont la production annuelle est de 3 millions. Donc, ils ont des stocks. Mais donc, depuis qu'il y a la guerre entre le Hamas et Israël, puis entre Israël et les Palestiniens, on parle moins du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui pourtant continue. Alors, c'est vrai que voilà, ça a commencé en février 2022, il y a moins de nouveaux, il n'y a pas de percée, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis, il y a tous les conflits, en fait, dont on ne parle pas parce qu'ils sont loin, parce qu'on est moins concerné. Et c'est là qu'il y a une formidable contradiction quand on parle des valeurs. Quand on dit qu'on est concerné par le conflit entre la Russie et l'Ukraine parce que ce sont nos valeurs que l'on défend, mais finalement, quand il y a eu 500 000 morts en Éthiopie, 500 000 morts, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on n'était pas concerné. Donc, est-ce qu'on défend
nos valeurs ou nos intérêts? Et en fait, on met en avant les valeurs, mais en réalité, ce sont nos intérêts que l'on défend. Parce que sinon, ce qui se passe au Soudan, il y a de nouveau un nettoyage ethnique, pour ne pas parler de génocide, entre deux généraux félons l'un et l'autre qui se battent et qui ont mis à sac ce pays qui avait fait une révolution démocratique il y a 3 ans. Eh bien, voilà, on en parle moins parce que on parle des conflits quand ils nous concernent et non pas quand ils mettent en cause l'humanité. Et c'est pour cela qu'il faut être modeste quand on parle des valeurs, il ne faut pas être hypocrite, on défend nos intérêts. On défend nos intérêts. J'ai un petit différent avec François Hollande là-dessus. On a interviewé au Mali. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas d'intérêts commerciaux, mais c'est bien la voix de la France, la position de la France. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler des intérêts. Le terme d'intérêt est devenu tabou. Lorsque l'on parle de l'intérêt national, on a l'impression qu'on prononce un mot grossier. Il faut, si on dit qu'on n'a pas intérêt à agir, les gens ne vont pas nous croire. Ils vont au contraire deviner des dessins cachés qui peut-être n'existent pas. Donc là, on a deux conflits majeurs très visibles, plus un tas de kyrielles de conflits mal éteints ou en train de se développer. Ce qui se passe au Soudan est extrêmement grave. Ce peuple martyr qui subit la guerre depuis déjà si longtemps est en train d'en subir une nouvelle. Et à peine parvenue la démocratie, elle a été balayée. Et effectivement, sans que l'on y puisse grand-chose. Ces deux conflits, Israël-Palestine, Russie-Ukraine, ont des racines différentes, mais il y a des points communs sur lesquels je vais revenir. Le conflit Russie-Ukraine, on a eu peur un peu qu'il ne dégénère avec, François Hollande en a parlé hier, la menace nucléaire agitée par Poutine, mais il y a aussi une dissuasion de l'autre côté. Et donc, effectivement, on sait qu'il y a plus un risque d'enlisement qu'un risque d'extension. Il ne va pas y avoir une extension. La Russie ne va pas attaquer un pays de l'OTAN, parce que la dissuasion, ça existe, et que le rapport de force ne serait pas favorable. Mais en même temps, si les pays de l'OTAN n'ont pas attaqué la Russie, c'est parce que la Russie a l'arme nucléaire. Si la Yougoslavie avait eu l'arme nucléaire en 99, la guerre du Kosovo n'aurait jamais eu lieu. Donc on voit que la dissuasion fonctionne, et cette guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine est une guerre impériale sanctuarisée par le nucléaire. Et donc, les pays de l'OTAN aident l'Ukraine par des livraisons de matériel, par une aide financière. Il y a peut-être quelques soldats des forces spéciales, mais le but du jeu, c'est qu'il n'y ait aucun soldat américain qui soit opposé à un soldat russe, aucun soldat de l'OTAN opposé à un soldat russe. Sinon, effectivement, ça pourrait très largement dégénérer. Et donc, c'est de ce fait limité, et on voit très bien que ce qui va se passer, c'est que peut-être que ce conflit ne sera pas réglé, qu'il n'y aura pas d'accord de paix, parce que les Ukrainiens ne voudront pas signer un accord de paix avec les Russes, mais qu'en même temps, peut-être que ce conflit va demeurer de basse intensité ou s'éteindre faute de combattants, parce que ce qui compte, c'est le ratio démographique, et que ce ratio démographique joue en faveur de la Russie à partir du moment où les pays de l'OTAN n'envoient pas de soldats à l'aide de l'Ukraine. Et donc, le plus probable, beaucoup ont cru à un effondrement de la Russie, beaucoup ont dit, il y a 1 an, la Russie va s'effondrer très rapidement. Ça n'a pas été le cas. Les Russes ont cru effectivement à ce que l'Ukraine soit rapidement conquise, ça n'a pas été non plus le cas. Et donc, il est probable qu'on en reste un peu dans un scénario à la coréenne, un cessez-le-feu qui ne dit pas son nom, un arrêt des combats sans peut-être un accord formel sur la ligne des frontières actuelles des combattants, donc avec un petit gain territorial pour la Russie, mais également, et on en a parlé l'an dernier, en fait, la Russie a quand même perdu cette guerre parce que, quel que soit l'éventuel gain territorial qu'elle pourra retirer de cette guerre, cela ne vaudra pas, cela ne compensera pas les pertes de la Russie, pertes dues aux sanctions occidentales sur l'économie russe, mais surtout pertes humaines. Alors, il y a bien sûr des pertes humaines au combat. On estime, j'ai vu récemment un très très bon spécialiste de la Russie qui vit à Moscou d'ailleurs, lui évalue à 80 000 le nombre de morts de soldats russes, donc ça veut dire 3 fois plus de blessés, des estropiés, des mutilés. Mais surtout, ce qui va affaiblir la Russie, c'est le million et demi de Russes qui sont partis pour éviter la mobilisation ou pour fuir la répression. Et les gens qui sont partis sont les plus qualifiés, ceux qui sont les plus mobiles, ceux qui ont une formation.
Et Poutine, qui avait dit en 2017 que celui qui maîtriserait l'intelligence artificielle dominerait le monde, a vu la plupart des spécialistes travaillant sur ces questions-là en Russie fuir, parce que c'est des gens qui ne supportent pas de revenir à une sorte d'époque néo-stalinienne sans le goulag. On n'envoie plus au goulag, mais on envoie en prison. Il n'y a plus de déportation de masse, mais on est emprisonné pour idées, pour la simple expression d'idées. Et donc ça, ce sont les forces vives de la Russie. Et donc la Russie va rester une sorte, comme disent certains, de station-service avec des armes nucléaires. Donc un pays dont l'industrialisation, dont les technologies sera relativement absente et qui va rester prisonnière de ses recettes d'exportation en pétrole. Elle a trouvé d'autres marchés. Elle a trouvé d'autres marchés. Elle ne vend plus en Europe, mais elle vend en Inde, qui l'achète à bas prix, trafique un peu, et le revend à un pays européen d'ailleurs, au prix du marché. Mais elle a refait cela. Et donc, la Russie souffre un peu économiquement, mais surtout, elle s'est privée de la fine fleur de sa formation. Cette guerre aurait pu être évitée. Les Occidentaux ont multiplié les erreurs à l'égard de la Russie. Extension de l'OTAN, guerre du Kosovo, qui montrait que guerre illégale du Kosovo, on l'a fait, mais c'est une guerre illégale. Et les Russes se sont dit à l'époque, bah, finalement, la force l'emporte. Nous, rappelez-vous, en 99, on ne voyait pas des gens qui étaient bombardés. On a vu beaucoup d'Ukrainiens qui étaient bombardés. On a entendu beaucoup de familles qui déploraient d'être bombardées, etc. On n'a pas vu de gens qui étaient sous les bombes en 99, pour la bonne raison que c'est nous qui les lancions. Donc on n'a pas donné la parole aux Yougoslaves pour dire qu'ils étaient bombardés. Là aussi, la morale, elle peut être à géométrie variable. Donc élargissement de l'OTAN, etc. On a multiplié les erreurs de la guerre de Russie, mais aucune de ces erreurs, elles sont nombreuses, ne justifie le recours à la guerre, ne justifie les crimes de guerre qui ont été commis, et ils sont documentés. Et il ne faut pas tomber dans une pensée binaire trop fréquente où, si l'on dit qu'on a commis des erreurs à l'égard de la Russie, on est accusé d'être poutinolâtre, et si on dit qu'il y a des crimes de guerre que la Russie a commis, d'être inféodé à l'OTAN. Moi, je revendique les deux, de dire que nous avons commis des erreurs à l'égard de la Russie, mais qu'en même temps, aucune de ces erreurs ne justifie la guerre et les crimes de guerre. Et je suis d'ailleurs régulièrement accusé d'être et poutinolâtre et inféodé à l'OTAN, ce qui montre une certaine souplesse d'ailleurs dans ce cas-là. Donc ce conflit va durer. Le résultat, c'est que la Russie est coupée du monde occidental de façon durable, tant que Poutine sera au pouvoir. Il ne pourra pas y avoir de retour à la normale. On est revenu à une période des années 50 finalement. Il n'y a plus du tout de relation entre la Russie et les Occidentaux. Il y a une vraie coupure qui est une punition pour les Russes, parce que les Russes, ils ne se sentent pas asiatiques. Bien sûr, Poutine dit qu'il a fait un tournant asiatique, mais parce que les raisins sont trop verts. C'est qu'il sait qu'il est coupé du monde occidental, il sait que c'est sa politique qu'il a coupé du monde occidental. Et donc, mais les Russes se sentent européens. Toute l'histoire de la Russie est une histoire européenne. De Pierre le Grand à Catherine II, de Lénine. Lénine n'a pas été chopé en Asie le marxisme-léninisme. Il l'a bien apporté de Suisse où il a résidé, de France où il a résidé, et surtout des théories le marxisme allemand vivant en Angleterre. Donc le communisme, c'est bien une doctrine européenne. La Russie est coupée de ses fondamentaux et les élites russes en sont fortement marries, en sont fortement déçues. Mais ce conflit ne devrait pas s'étendre. Ce conflit ne devrait pas s'étendre. Même la Biélorussie refuse de rentrer dans le jeu, ce qui est quand même, ça ne changerait pas grand-chose, mais bon. Et on voit que le conflit israélo-palestinien, il est beaucoup plus important parce qu'il est plus limité en surface. Il est plus limité, en fait, il n'est pas plus limité en nombre de morts. Alors le nombre de morts militaires, oui, bien sûr, parce que on peut estimer que les pertes ukrainiennes sont peut-être un peu inférieures aux pertes russes, mais il y a 4 Russes pour un Ukrainien. Donc une fois encore, la démographie joue pour la Russie. C'est ça qui va faire la différence au bout du compte. Et il commence à y avoir beaucoup de désertion. Parce que les Ukrainiens étaient capables de se battre et motivés pour se battre pour défendre Kiev. Le Donbass, en fait, beaucoup d'Ukrainiens se moquent du Donbass. Ils le négligeaient auparavant. Ce n'est pas une région qui est, pour les Ukrainiens pro-occidentaux, qui compte beaucoup. Donc, en fait, là, les Ukrainiens se disent, ça fait maintenant bientôt 2 ans que ça dure, pourquoi aller mourir pour le Donbass ou pour la Crimée? Donc, de plus en plus, les Ukrainiens veulent échapper à la guerre et il commence à y avoir
une révolte contre la poursuite de la guerre voulue par Zelensky. En termes de victimes civiles, le conflit entre Israël et Hamas a d'ores et déjà fait plus de victimes civiles que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a plus de victimes civiles des bombardements israéliens sur Gaza si vous y ajoutez le nombre de morts dus aux attentats du Hamas du 7 octobre. Il y a d'ores et déjà plus de victimes civiles qu'il n'y a de victimes civiles dans le conflit russo-ukrainien. Et la liste continue parce que, outre ceux qui périssent sous les bombes, il y a ceux, Jean-François en parlait, parce que lui, il est aux manettes, et je le remercie d'autant plus par rapport à l'agenda qu'il a d'être venu aujourd'hui à Dijon, alors qu'il doit gérer ses équipes qui sont là-bas, et ce n'est pas une mince affaire, c'est que ceux qui ne sont pas soignés vont mourir. Ceux qui n'ont pas accès aux soins vont mourir. Ceux qui n'ont pas accès à l'eau vont mourir. Et donc le nombre de morts, non pas dû au combat, mais dû au blocus, tout simplement, eh bien, va augmenter parce que des bombardements de populations civiles, ce n'est malheureusement pas la première fois que ça existe. Mais bombarder des gens qui ne peuvent fuir nulle part, c'est tout à fait différent. Parce que là, c'est des bombardements sous blocus. Les Ukrainiens peuvent fuir. Les gens à Alep pouvaient fuir. Mais ce n'est pas le cas à Gaza. Ils fuient, mais ils sont aussi bombardés là où ils fuient. Et en fait, ce conflit israélo-palestinien, il est un peu au cœur de la théorie du choc des civilisations. Cette théorie lancée par Samuel Huntington, ce géopolitologue américain en 1993, qui disait en gros qu'auparavant les guerres opposaient les rois et les princes, et donc c'était des guerres qui faisaient pas beaucoup de morts, enfin c'était des milliers de morts, mais bon, c'était bon. Et puis les guerres ont pris une autre ampleur quand elles sont devenues nationales. Avec la Révolution française, la patrie en danger, on mobilise tout un pays, ce qui aboutit à l'acmé qu'est la Première Guerre mondiale. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, les guerres ne seront plus entre nations, mais entre idéologies. Le nazisme contre le libéralisme, puis ensuite communisme contre démocratie occidentale. Alors une vraie guerre avec le nazisme et une guerre froide entre le communisme et le monde occidental. Et dit Huntington, les guerres vont devenir des guerres entre civilisations. Alors en fait, cette théorie ne s'est pas vérifiée parce que toutes les guerres après 90 étaient des guerres à l'intérieur. Le génocide au Rwanda, c'est à l'intérieur du continent africain, dans la même civilisation. Les guerres sont, etc. Sauf peut-être le conflit israélo-palestinien qui est au cœur de l'affrontement éventuel monde occidental, monde musulman, nord et sud. Et donc ce conflit peut s'étendre parce que vous avez vu quand même qu'il y a deux perceptions très différentes. Et c'est là que ce conflit est une très mauvaise nouvelle pour Biden et une très bonne nouvelle pour Poutine. Poutine attend avec impatience l'élection de Trump, qui lui donnerait de l'oxygène, mais surtout, dès le départ, cette guerre est un bienfait pour lui, non seulement parce que l'on parle moins, évidemment, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais surtout, c'est que ça vient complètement détricoter le raisonnement occidental. Que disent les Occidentaux sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Ils disent que c'est une guerre qui est illégale. Oui, toute guerre est illégale. La Russie a violé, et très gravement, le droit international. Elle a violé l'interdiction de recourir à la force dans les relations internationales. Elle a violé le droit de la guerre, puisque c'est le paradoxe du droit. La guerre est interdite, mais une fois qu'on l'a fait, il y a quand même un droit à suivre. C'est le droit de la guerre et notamment les conventions de Genève et le droit humanitaire. Elle a violé les deux. Et donc, on l'a dit, les Occidentaux disaient aux pays du Sud, suivez-nous, il faut sanctionner la Russie qui a violé le droit international. Et cela vous concerne aussi, puisque vous, qui êtes des pays plutôt faibles, vous êtes protégés par le droit international. Et les pays du Sud disaient, non, mais ça, c'est une guerre entre Européens, ça ne nous concerne pas. Et puis, les Occidentaux disaient aussi, mais la Russie bombarde des populations civiles, c'est horrible. Vous ne pouvez pas rester indifférent à ces crimes de guerre constitués par le bombardement de populations civiles. Et qu'on se tourne vers le Proche-Orient, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'Israël occupe depuis 1967 de façon illégale des territoires dont personne ne lui reconnaît la souveraineté et qu'Israël bombarde des populations civiles qui ne peuvent même pas fuir. Donc tout le narratif occidental à propos de la guerre en Ukraine est démenti à propos du conflit israélo-palestinien. Et Biden se sent gêné parce qu'on n'a pas cessé d'appeler aux pays du Sud de sanctionner la Russie. Et en fait, la première coupure que l'on voit
à l'égard de cette guerre russo-ukrainienne, c'est une différence entre the West, les Occidentaux, et le reste, les non-Occidentaux. Et c'est là que j'ai, dommage qu'il ne soit plus là, parce qu'on aurait pu en débattre un peu plus, mais enfin, on en a un peu parlé, on l'a un peu évoqué hier quand je parlais à François Hollande du Brésil, de l'Inde, etc., et de l'Afrique du Sud. La coupure, elle n'est pas tellement entre démocratie et pays dictatoriaux ou autoritaires, ça existe. Mais dans le Sud global, il y a des démocraties. Le Brésil est une démocratie. L'Inde est une démocratie un peu particulière puisque la minorité musulmane y est malmenée, mais l'Inde est une démocratie, mais effectivement, c'est une exception parce qu'elle soutient Israël et non pas les Palestiniens, enfin le Hamas et les Palestiniens. Mais l'Afrique du Sud est une démocratie. Et donc, à propos de la guerre en Ukraine, les Occidentaux ont insisté pour que les sanctions soient prises contre la Russie. Mais seuls les pays occidentaux et leurs alliés proches, ceux qui sont stratégiquement occidentaux, comme la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, même s'ils sont en dehors du monde occidental géographiquement, eh bien, seuls les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. Il y a des pays qui ont voté à l'ONU pour condamner l'agression de la Russie, mais aucun n'a pris de sanctions. Pourquoi? Parce que quelle est la réponse des pays non occidentaux? Un, c'est une guerre qui concerne les pays européens. Quand nous, on a une guerre chez vous, vous ne venez pas. Ou quand vous venez, c'est pour apporter la guerre. Donc, pourquoi on devrait prendre parti? Est-ce qu'on a sanctionné les États-Unis après la guerre en Irak, qui pourtant a eu des répercussions extrêmement graves que l'on vit toujours, puisque l'une des sources du terrorisme est bien la guerre en Irak. Non, on n'a pas sanctionné les États-Unis. L'idée même de sanctionner les États-Unis apparaîtrait ubuesque pour beaucoup. Et puis les pays disent, mais nous, en fait, on a intérêt à commercer avec la Russie, on ne va pas sacrifier nos intérêts pour vous faire plaisir. On a effectivement besoin de son pétrole, besoin de leur vendre des choses, etc. Pourquoi on va vous suivre? Et surtout, ils disent, mais l'époque où les pays occidentaux fixiez les règles, définissiez l'agenda international, établissiez des normes que l'on devait suivre, et ben c'est fini, c'est terminé. Le monde occidental n'a plus le monopole de la puissance, et des pays qui étaient autrefois indépendants sont devenus souverains et obéissent à leur propre logique, à leurs propres intérêts, surtout qu'ils nous disent, vous nous parlez de morale, mais en fait la morale, vous l'agitez quand ça vous intéresse. Vous condamnez la Russie, vous avez vous-même exporté des guerres, Libye, les pays africains nous en veulent beaucoup pour la guerre en Libye parce que la disparition du Sahel vient bien de cette intervention en 2011, alors qu'ils étaient contre. Eux, ils disaient restez, attendez un peu, on va héberger Kadhafi et on va trouver une solution. Et on a quand même voulu, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui n'avaient pas tellement à voir avec une analyse géopolitique à long terme, on a voulu faire cette guerre très déstabilisatrice. Et donc, ils disent en fait non, vous ne nous parlez pas de morale, on ne vous croit pas. Vous avez fait la guerre un peu partout, vous avez dominé le monde, et eh bien voilà, maintenant c'est terminé. Et en plus, vous avez pris des sanctions sans nous demander notre avis, et vous voudriez qu'on vous suive maintenant, mais la prochaine fois, demandez-nous notre avis. Établissons ces sanctions ensemble, plutôt que... Pourquoi? Parce qu'en fait, les Occidentaux confondent deux choses. Ils confondent la communauté internationale et la communauté occidentale. Or, l'Occident n'est qu'une partie, elle n'est plus le tout. Et effectivement, il y a 20 ans, les pays africains auraient suivi la France, le Royaume-Uni, les États-Unis à l'ONU et auraient voté d'une sanction des condamnations de la Russie, mais surtout auraient pris des sanctions comme le demandaient les pays occidentaux. Il y a 20 ans, les pays latino-américains auraient voté et auraient suivi les États-Unis dans la prise de sanctions. Aujourd'hui, on se rend compte que tous ces acquis qui paraissaient comme des acquis indéterminés et infinis pour les Occidentaux n'existent plus. Et il faut mieux s'en rendre compte parce que persévérer dans l'erreur ne conduira qu'à nous affaiblir un peu plus. Et donc là, tous les pays du Sud qui sont révulsés par les bombardements israéliens sur Gaza nous regardent avec étonnement, n'oser rien dire contre ces bombardements alors que l'on a voulu mobiliser la terre entière pour condamner les bombardements de la Russie sur l'Ukraine. Et pour eux, c'est la preuve, si besoin était, mais ils le savaient déjà, de la fameuse double standard. Des fameux doubles standards occidentaux où on impose des normes quand ça nous arrange et quand c'est un allié, on oublie un peu le droit international
quand c'est un allié qui le viole, et si c'est un rival, on est d'une fermeté absolue par rapport au nécessaire respect de ce même droit international. C'est terminé. C'est terminé parce que il y a effectivement cette double. La Russie est coupée du monde occidental, mais la coupure plus grande encore, elle est entre The West versus The Rest. Alors, The Rest, c'est pas un ensemble tout à fait unifié, bien sûr. Et dans ce reste, il y a les BRICS qui sont le noyau dur. Les BRICS, c'est assez amusant comme concept géopolitique puisque ça a été inventé par un analyste de la Lehman Brothers en 2001 qui voulait rassurer les marchés qui étaient effondrés après le 11 septembre 2001 et qui disait non, il y a des pays, 4 pays, avec une forte démographie et un fort potentiel de croissance. Brésil, Russie, Inde, Chine, BRIC, qui bientôt vont devenir BRICS avec South Africa, avec l'Afrique du Sud. Et ces pays, en 2001, les 4 pays n'ont absolument rien à voir. En 2001, la Chine et la Russie sont plutôt rivaux, qu'alliés. Vous avez 2 pays autoritaires, la Russie et la Chine, un pays communiste, un qui n'est pas, mais je dirais, mais le pays communiste a un capitalisme beaucoup plus agressif et beaucoup plus performant que celui qui s'est débarrassé du communisme. Vous avez 2 pays démocratiques, vous avez 3 pays nucléaires, un qui ne l'est pas, 2 pays membres permanents du Conseil de sécurité, 2 qui aspirent à le devenir. Bref, ils n'ont rien à voir. Et ils sont devenus un ensemble alors qu'ils n'avaient rien à voir. Ils sont devenus ensemble pour s'opposer aux Occidentaux. Parce qu'ils se disent, en fait, on a un intérêt commun, c'est à développer notre coopération pour s'opposer aux Occidentaux. Ils ont été rejoints par l'Afrique du Sud et, comme vous l'avez vu, au mois d'août, ils ont été rejoints par 6 autres pays, l'Argentine, parce que le Brésil ne voulait pas du Mexique, qui faisait trop de concurrence, l'Égypte et l'Éthiopie parce que l'Afrique du Sud ne voulait pas du Nigeria, qui faisait trop de concurrence, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et en fait, les BRICS, quand vous voyez cela, bien sûr, quel est peut-être le seul projet commun des BRICS? C'est se débarrasser du dollar comme monnaie internationale. C'est que le dollar ne serve plus de monnaie unique pour les échanges internationaux. Et les pays des BRICS ont créé une New Development Bank qui est présidée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Et au World Peace Forum de Pékin en juillet, Dilma Rousseff est venue inaugurer, faire la leçon inaugurale de ce World Peace Forum, qui avait une tonalité un peu agressive contre les Occidentaux d'ailleurs, et elle a fait disant le dollar, ce n'est plus possible, c'est l'arme de la domination américaine, c'est l'arme des sanctions. Dès qu'on utilise le dollar, on peut être sanctionné par les États-Unis en fonction de la législation extraterritoriale, parce que les États-Unis ont du mal à respecter le droit international, mais ils voudraient que le reste du monde respecte leur droit national. Et si vous faites une transaction en dollars, vous utilisez la monnaie américaine, et donc vous pouvez être sanctionné pour avoir utilisé la monnaie américaine selon une législation contraire à la loi américaine, sauf à être totalement exclu du marché américain. La BNP a été condamnée à 9 milliards de dollars d'amende parce qu'elle avait fait une transaction avec le Soudan. 9 milliards. Les entreprises européennes, dans les 10 dernières années, ont payé 40 milliards d'amendes au Trésor américain pour être tombées sous les coups de l'application extraterritoriale de la législation américaine. Donc on est alliés, mais économiquement, on est plutôt des rivaux. Parce que quand vous êtes alliés, vous ne sanctionnez pas comme cela votre allié, vous le traitez différemment. Et donc, ces pays des BRICS et plus largement du Sud global n'ont pas réellement de projet commun. Donc, que la fin d'un monde américain serait une bonne chose.
Et puis, vous avez des pays qui, comme le Brésil, veulent juste être indépendants, veulent juste que les États-Unis ne les dirigent plus, veulent juste que leur choix souverain ne soit plus déterminé à Washington, mais à Brasilia ou dans d'autres pays. Ils étaient indépendants, ils veulent être souverains, faire leur choix, et c'est ça là, le vrai changement. Si on ne se rend pas compte de cela, si on continue à leur dire écoutez, on vous dit que bon, c'était déjà difficile avant la guerre israélo de la guerre actuelle entre le Hamas et Israël, mais c'est encore plus difficile de le faire maintenant parce que là quand même la contradiction de soutenir des bombardements tout en en condamnant un autre, elle est tout à fait évidente. Dans mon livre qui est paru le 30 août sur la guerre en Ukraine, je mettais en avant cette contradiction. Elle est encore plus évidente avec les bombardements, mais elle était déjà évidente de dire lorsque la Russie annexe la Crimée, on prend des sanctions contre la Russie, mais lorsqu'Israël annexe Jérusalem-Est, ben, on ne fait rien. On ne fait rien. Dans les deux cas, c'est une annexion illégale. Donc, qu'on ne vienne pas dire que l'on agit en fonction du droit international, puisqu'on a des interprétations tout à fait différentes pour des phénomènes qui sont tout à fait identiques, ou comparables en tous les cas. Donc, tout cette double standard est quelque chose qui ne passe plus. Et là, on voit bien que Biden est prisonnier à la fois de son opinion publique, parce que c'est très nouveau. Auparavant, le soutien à Israël était bipartisan. Il n'y avait pas de différence entre démocrates et républicains. Et au Parti démocrate, on ne négociait pas cela. Aujourd'hui, vous voyez dans les universités des étudiants qui protestent contre les bombardements. Vous avez des manifestations de soutien à la Palestine. Vous avez plusieurs centaines de fonctionnaires qui ont protesté contre la politique américaine de soutien inconditionnel à Israël. Vous avez 400 staffeurs, des assistants parlementaires, qui ont fait une pétition commune pour demander l'arrêt du soutien à Israël tant que les bombardements continueront alors que leur sénateur ou leur représentant au Congrès va voter quelque chose de différent. Et vous avez 35 élus démocrates qui ont émis des protestations. En fait, les démocrates de moins de 35 ans sont contre la politique d'Israël. Les démocrates de plus de 35 ans sont pour le soutien inconditionnel. Mais on voit bien que, en fait, là, dans le monde arabe, et pas seulement le monde arabe, dans le monde musulman et pas seulement dans le monde musulman, cette politique occidentale n'est plus supportable parce qu'on veut imposer aux autres des positions au nom de la morale alors que nous ne la respectons pas. Et ces pays sont en position de nous dire c'est terminé, cela ne marche plus. Et plus on continuera à faire cela, plus on affaiblira notre position. Et on voit bien que les diplomaties occidentales sont très gênées. Alors, en Allemagne, bien sûr, c'est un tabou. Rien contre Israël ne peut être fait en fonction de la mémoire du génocide nazi. Les pays européens sont un peu divisés là-dessus, mais on voit bien que la France, qui était très active sur ce conflit auparavant, depuis assez longtemps, et ça date d'avant l'élection de Nicolas Sarkozy, est beaucoup moins proactive, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre popularité dans le reste du monde. Au début de ce siècle, moi je ne suis pas spécialiste d'une région, donc je vais un peu partout en fonction des opportunités, des invitations. La France était le pays occidental le plus populaire parmi le monde non occidental. Aujourd'hui, notre politique étrangère est moins ferme, elle est moins spécifique, elle est moins gaulo-mitterrandiste, elle est moins, on recherche plus la cohésion européenne ou la cohésion atlantique que la singularité gaulo-mitterrandiste. Et ceci est perçu dans le reste du monde. Et donc, du coup, notre popularité est moindre de ce fait et notre prestige a diminué très graduellement. Il reste encore. On n'est pas tout à fait banalisé. On n'est pas tout à fait rétrogradé mais en tous les cas, sous De Gaulle, sous Mitterrand ou même sous Chirac, on pesait beaucoup plus que notre poids réel. Maintenant, on pèse plus que notre poids réel, mais moins qu'auparavant, du fait d'une relative banalisation, d'une relative arrêt de la singularité de notre diplomatie gaulo-mitterrandiste. Et donc, on en paye un peu le prix. Il faudrait revenir. On a tellement de choses à faire avec le Brésil, par exemple. C'est pas une dictature, le Brésil. On pourrait faire beaucoup de choses sur le climat, l'Amazone, etc., sur la santé. Et donc, mais il faut de temps en temps s'extraire de cela et ne pas dire, oui, il faut une cohérence européenne, etc.
qui nous rend prisonniers, alors que l'élargissement de l'Europe est venu amoindrir le désir d'autonomie de l'Europe. Parce que les nouveaux membres, ceux qui sont rentrés en 2004, aiment bien les crédits européens, mais pour ce qui est des choix stratégiques, c'est plutôt vers Washington. Et si l'Ukraine devait rentrer dans l'Union européenne, outre la catastrophe que cela serait pour notre agriculture, outre la catastrophe que ça serait pour la gestion des deniers publics, outre la catastrophe que ça serait par rapport à l'état de l'économie de l'Ukraine, ça serait une catastrophe géopolitique pour ceux qui sont partisans d'une stratégie, d'une Europe, d'une autonomie stratégique européenne. Pourquoi? Parce que Brzezinski avait dit que sans l'Ukraine, la Russie cesserait d'être un empire. Mais moi, je pense qu'avec l'Ukraine, l'Europe ne sera jamais un acteur géopolitique global, parce que l'Ukraine va consommer des crédits européens tout en s'alignant sur Washington dès qu'il y aura un choix à faire en termes stratégiques. Et on s'est difficilement débarrassé du Royaume-Uni. Il serait quand même dommage de faire rentrer par l'autre voie l'Ukraine qui jouerait à peu près le même rôle. Donc en fait, il n'y a pas réellement un projet commun des pays du Sud, de cette coupure The West versus the Rest, mais il y a un rejet commun. Le rejet commun, c'est un monde dominé par l'Occident. Parce que ces pays estiment, en ayant copié nos méthodes, l'ouverture des frontières, une sorte de capitalisme d'économie de marché, agrémenté par certains, donc en ayant copié nos fonctions, nos systèmes, ben, ils sont devenus performants et ils estiment qu'ils sont informés et que bon, il y a une révolution majeure au Proche-Orient, c'est qu'auparavant, les pays du Golfe étaient indissociablement liés à Washington. Le pacte du Quincy qui unissait l'Arabie saoudite à Washington était gravé dans le marbre. C'était « je te fournis un pétrole abondant et bon marché et tu protèges mon royaume, mon régime », ce pacte du Quincy, et c'est pour cela que l'URSS est venu quand l'Arabie saoudite augmente sa production pétrolière à la demande des États-Unis dans les années 80, ça fait baisser le cours du pétrole et ça va venir affaiblir l'économie soviétique qui, déjà à l'époque, dépendait très largement des cours du pétrole pour ses exportations. Eh bien, récemment, avant son élection, Biden avait dit qu'il ferait de MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, un paria. L'an dernier, en juillet 2022, il est venu voir Riyad le paria, qui n'était pas si paria que ça finalement. Il lui a demandé d'augmenter la production de pétrole pour faire baisser les cours. Il lui a fait un chèque, mais il n'a pas eu à faire de chèque parce que MBS a dit non, on ne va pas augmenter la production de pétrole. Et 3 semaines plus tard, il annonçait en accord avec la Russie qu'il allait diminuer la production pétrolière pour faire remonter les cours. Et sous l'égide de qui le rapprochement entre les deux ennemis de cette région, entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite, sous les auspices de qui cette réconciliation a eu lieu? Pas des États-Unis, pas de l'Europe, mais de la Chine. De la Chine qui est devenue non seulement un partenaire commercial pour les pays du Golfe, mais un acteur stratégique majeur. La Chine qui a un plan de paix pour l'Ukraine, que Zelensky n'a pas envoyé balader parce qu'il tient compte de la Chine. Et en fait, par rapport à l'Ukraine, vous avez 2 plans de paix, 2 sortes de plans de paix. Celui de Zelensky, soutenu par les Occidentaux. On aura la paix quand la Russie aura rendu tous les territoires qu'elle a conquis depuis le 24 février 2022, quand Poutine sera jugé, vas-y, et quand la Russie aura remboursé tous les frais de guerre, vas-y, parce qu'en fait, c'est l'Europe qui va payer au bout du compte. Les plans de paix des pays africains, du Brésil, de la Chine, de l'Indonésie, c'est cesser le feu tout de suite. Pourquoi? Parce que ces pays souffrent de la guerre. L'inflation, l'augmentation des prix, de l'alimentation, de l'énergie. Ces pays disent on n'est pas responsable de cette guerre, mais c'est nous qui en payons les prix. D'autant plus que l'aide publique au développement, qui est déjà insuffisante, est aliénée par tout l'argent qui part en Ukraine. Tout l'argent qui part en Ukraine, il ne va pas en Afrique. Parce qu'une grande partie des dons à l'Ukraine sont considérés comme une aide au développement, ce qui peut paraître contestable. Donc, eux, les pays du Sud, disent cessez le feu tout de suite, on se fout de la question territoriale. Et très honnêtement, le plan ukrainien que la Russie ait rendu tous les territoires, déjà militairement, ça ne va pas être possible, si vous voulez également la Crimée. Mais bonjour pour aller prendre Poutine à Moscou et le juger pour l'emmener à La Haye devant la Cour pénale internationale.
Quand on accepte cela et le fait qu'en plus la Russie paye les dégâts qu'elle a commis, mais généralement ceux qui commettent les dégâts, la Russie en Ukraine ou Israël à Gaza, ne payent pas les réparations. Généralement, c'est plutôt l'Europe qui met la main à la poche. Et donc la Chine est en train de devenir une puissance géopolitique majeure. Pas seulement, la Chine n'est plus l'atelier du monde. La Chine n'est plus le pays-usine qui fait des cadeaux de Noël bon marché et que des produits de consommation à moins d'1 euro. C'est aussi un géant technologique. Et en fait, à la fin des années 80, les États-Unis avaient un rival stratégique qui était l'URSS, un rival technologique qui était le Japon, la Chine, les deux en même temps pour les États-Unis. Sauf que à l'époque, l'URSS faisait 40% du PIB américain, la Chine en fait 75%. Et qu'elle n'est pas près de s'écrouler, et que je doute qu'il y ait une implosion de la Chine comme il y a eu une implosion de l'Union soviétique. Et donc, la façon dont les États-Unis vont gérer cette contestation, ce rattrapage de la Chine, c'est quelque chose d'essentiel. Xi Jinping et Biden se sont vus en marge du sommet de l'APEC il y a 2 jours. Bon, ils en sont moins... alors en plus, Biden n'a pas trouvé plus intelligent que de dire que Xi Jinping est un dictateur. Oui, c'est peut-être vrai, mais comme aurait dit l'autre, un président ne devrait pas dire ça. C'est aux éditorialistes de dire ça, c'est aux congressistes, pas aux présidents américains. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette scène, je vous recommande, on voit une caméra fixée sur Anthony Blinken, et quand il y a une question justement à Biden, estimez-vous que Xi Jinping est un dictateur, et on voit que Blinken sent la boulette qui va arriver, la gaffe qui va arriver, et effectivement, ça y va, et on le sent, on le voit s'effondrer. Bon, à quoi ça sert? Mais en tous les cas, il y a une petite accalmie, mais ils sont en compétition pour la suprématie mondiale. Ils sont en compétition pour la suprématie mondiale. Deng Xiaoping, qui est le grand homme de la Chine, plus que Mao et Xi Jinping, Deng Xiaoping, parce qu'il a changé la Chine, donc il a changé le monde. Quand Deng Xiaoping prend le pouvoir, la Chine fait 1 ou 2% du PIB mondial. Le PIB, il est de $200 par habitant. Ça n'a plus rien à voir. En 98, il y avait l'année où Google a été créé, il y avait 0,2% des Chinois qui avaient accès à Internet. Aujourd'hui, ils sont 1 milliard. Donc ça change tout. Ça change tout. Et donc, la Chine, Deng Xiaoping disait cacher sa force, attendre son heure. Xi Jinping dit nous serons la première puissance mondiale. Et donc, il a rompu le pacte qui existait entre Washington et Pékin, pacte non écrit, mais très solide, selon lequel la Chine ne contestait pas la suprématie mondiale américaine et les États-Unis ne se préoccupaient pas du régime chinois. Quand Nixon et Kissinger vont à Pékin pour signer un pacte, là aussi non écrit, mais d'alliance contre l'URSS, la Chine n'est pas une démocratie. Quand, dans les années 90, Clinton parle d'un partenariat stratégique constructif entre Pékin et Washington, la Chine n'est pas une démocratie. Et quand, en 2001, la Chine adhère à l'OMC et que Bush demande aux entreprises américaines d'investir en Chine parce qu'il y a une main-d'œuvre abondante qui ne fait jamais grève, qu'on paye pas cher et qui marche à coups de pied au cul, la Chine n'est pas une démocratie. C'est parce que justement, ce n'est pas une démocratie qu'on y investit, parce qu'il y a une main-d'œuvre docile et contrôlable. Et la Chine, à l'époque, elle fait 10% du PIB américain. Aujourd'hui, 75%. C'est là où le pacte est rompu. Est-ce que nous, Européens, on doit prendre parti là-dedans? Est-ce qu'au nom de l'Alliance des démocraties, on doit dire on est du côté des Américains, pas du côté des Chinois? C'est le piège. Nos intérêts ne sont pas de suivre, parce qu'une fois encore, s'il y a bien une démocratie et un régime autoritaire, c'est indéniable, ce n'est pas pour cette raison que les États-Unis et la Chine sont en compétition. Ils sont en compétition pour la suprématie mondiale. Et ce n'est pas le sujet de l'Europe. Ce n'est pas le sujet de l'Europe. Notre sujet, c'est de savoir comment on fait pour maintenir notre souveraineté et est-ce qu'on a intérêt à suivre aveuglément les États-Unis dans leur contestation. Et suivre aveuglément les États-Unis, ce n'est pas toujours une bonne chose. Être ami avec les États-Unis, c'est aussi leur dire la vérité. Dominique Villepin rappelait récemment que c'était en ami d'Israël qu'il demandait l'arrêt des bombardements, comme c'était en ami des États-Unis qu'il avait demandé
le 5 février 2003, de ne pas recourir à la guerre contre l'Irak. Et on voit bien que les États-Unis auraient mieux fait d'écouter la voix française à l'époque plutôt que de continuer comme ça. Il y a 11 ans, Thomas Friedman, qui est un éditorialiste américain du New York Times, juif, mais libéral, avait écrit « Biden était vice-président de Barack Obama et Biden se rendait en Israël pour rendre visite à Netanyahou, qui était déjà au pouvoir. Et à peine l'avion de Biden était parti, que Netanyahou annonçait la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Et Thomas Friedman, et ça illustre d'ailleurs la coupure entre la communauté juive américaine et Israël. Les juifs américains ne sont pas autant pro-israéliens que cela parce qu'ils sont libéraux. Et franchement, Netanyahou et encore plus ceux qui sont au pouvoir, Ben Gvir et Smotrich, qui sont ceux qui ont assassiné Rabin. Les assassins de Rabin sont au pouvoir aujourd'hui en Israël avec cette alliance. Et donc, et la communauté juive américaine est plutôt une communauté libérale, donc qui prête cette distance. Ce sont les chrétiens sionistes, les évangélistes qui soutiennent de façon assidue Israël. Et donc, Thomas Friedman, monsieur le vice-président, faites demi-tour. Dès que votre avion atterrit, vous repartez. Vous repartez parce qu'il est insupportable que, alors que le président américain Barack Obama avait demandé la fin de la construction de colonies, par provocation, le Premier ministre israélien annonce la construction de nouvelles colonies le jour où vous arrivez. Et Thomas Friedman a eu cette formule, c'est quoi être un ami? C'est dire la vérité aux gens, pas dire ce qu'ils veulent entendre. Et si vous avez un ami qui a trop bu et qui veut rentrer chez lui, ben vous lui prenez les clés de la voiture. Vous ne le laissez pas rentrer en état d'ivresse. En fait, Netanyahou conduit son gouvernement en état d'ivresse. Donc il faut lui prendre les clés de la voiture. Il ne faut pas le laisser faire ce qu'il veut, parce qu'il porte atteinte à Israël et il porte atteinte aux États-Unis. Et là, effectivement, le soutien conditionnel des États-Unis à Israël est d'un prix géopolitique en termes de réputation, en termes de prestige, en termes de crédibilité internationale, est payé d'un lourd prix. Et ce prix est aussi annexement sur les Européens qui suivent les États-Unis sur ce point. Donc, est-ce qu'on a également intérêt à les suivre sur la rupture avec la Chine? Je ne suis pas sûr. Il est temps vraiment que l'on définisse une politique européenne autonome. Et pour cela, il faudrait un peu bouger, mais la guerre en Ukraine est venue un peu anesthésier les désirs d'autonomie stratégique pour le moment. Ça pourra repartir, surtout si Trump est réélu et que là, il y aura un très gros wake-up call en disant décidément, ce n'est plus possible de suivre cela indéfiniment. Nous avons des intérêts communs avec les États-Unis, mais nous avons aussi des intérêts divergents. Nous avons les intérêts communs avec la Chine, par exemple sur le réchauffement climatique. Nous avons des intérêts communs. Donc, la lutte contre le réchauffement climatique, dont on a parlé hier, est l'un des rares points communs de l'humanité. Là, il n'y a plus de divergence géostratégique là-dessus. Donc, c'est ça qu'il faut faire valoir. Mais donc, il faut, pour qu'il y ait une Europe souveraine, il faut qu'il y ait une France très active là-dessus. Et pour qu'il y ait une France très active, il faut parfois, des fois, secouer le cocotier et ne pas forcément rechercher la cohésion européenne et la cohésion occidentale, mais finalement rester un peu ouvert sur une autonomie qui, de toute façon, est vraiment la voie parce que suivre aveuglément un allié ne peut qu'amener vers de nouvelles catastrophes. C'est donc trois coupures dans le monde, une coupure entre la Russie et le monde occidental, une coupure entre the West versus the Rest, une coupure entre la Chine et les États-Unis. Sur la première coupure, on ne peut pas grand-chose, parce que tant que Poutine sera au pouvoir, on ne pourra pas lui pardonner ses crimes de guerre. Sur les deux autres, je pense que le rôle de la France et le rôle de l'Europe est plus de servir de pont que de servir d'accélérateur de la division. La France a un rôle majeur à jouer pour éviter que le fossé entre l'Ouest et le reste s'élargisse. Parce que oui, bien sûr, la France est un pays occidental, mais nous ne sommes pas que cela. Et nous avons toujours pesé d'un poids plus important que notre poids réel. On nous accusait de voyager en premier avec un billet de seconde, peu importe, c'était le cas. Eh bien, dans tous les cas, on a toujours eu un poids plus énorme que notre poids réel, quand justement, on ne se contentait pas d'être un pays occidental, mais qu'on était un pays global, occidental et global en même temps. C'est, à mon sens, la seule voie pour la France. Je vous remercie.